Hey, salut tout le monde. Bienvenue à la présentation sur la cuisine dans le campeur autonome. Mon nom est Fred Giroux. Donc, dans la cuisine d'un VR, on peut faire de la haute cuisine, mais de façon très compacte. Cette vidéo fait partie d'une série, puis c'est surtout destiné aux gens qui louent mon véhicule récréatif, mon VR, sur la plateforme RVeasy. Cela étant dit, l'information peut intéresser quiconque s'intéresse au VR ou camping-car, si vous préférez. Si vous êtes intéressé à le louer, vous pouvez aller sur campeurautonome.com dans la section location ou directement à RVeasy à l'adresse indiquée là. Vous allez avoir plus d'informations. Et l'objectif de la série vidéo n'est pas que vous vous attardiez aux détails. N'hésitez pas à augmenter la vitesse de la vidéo lorsque vous le jugez nécessaire. Puis, toute la série est basée sur un document qui est disponible à campeurautonome.com dans la section guide. Puis évidemment, avec le temps, certains liens pourraient cesser de fonctionner. Et dernier point, initialement, c'était vrfred.ca, c'est devenu campeurautonome.com. Si jamais il reste des vestiges de vrfred.ca, vous pouvez les ignorer. Donc, dans cette présentation, on va parler bien sûr du frigo. En parlant du frigo, on va parler de la conservation des aliments, on va parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour compenser le frigo qui est tout petit, comment on peut utiliser la cuisinière au propane, micro-ondes, vaisselle ustensile, entreposage, et voilà, on part. Je vais commencer par la mise en garde du propriétaire. Le verre étant jamais complètement de niveau, là, lorsqu'il y a de l'eau qui se retrouve sur le comptoir, c'est vrai aussi dans la salle de bain, c'est vrai aussi à la sortie de la douche, ça peut s'il y a un peu d'eau qui se retrouve sur le plancher. Donc, essuyez-la rapidement, s'il vous plaît, parce que l'eau peut s'infiltrer. Alors, essuyez ça rapidement. Bien apprécié. Merci d'avoir écouté le propriétaire inquiet. Le frigo du VR. Oh, ça, c'est une vieille technologie, les amis. C'est une technologie qui date du 19e siècle. C'est un modèle à absorption. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il retire la chaleur du frigo en utilisant la chaleur. Ça semble bizarre. Ben oui. C'est un mélange de produits chimiques, mais qui ne sont pas toxiques, ça c'est bien, qui va faire en sorte que ça fonctionne. Donc, les avantages, je le mentionnais, aucun produit toxique. Contrairement au frigo conventionnel, il y a le fréon, mais ici, il n'y en a pas. Aucun bruit. Le frigo lui-même ne fait aucun bruit. Et un gros avantage peut fonctionner au propane ou à l'électricité. Mais bon, il y a des désavantages. Donc, en utilisant la chaleur, il faut qu'il y ait dissipe. Fait que quand il fait chaud, il fonctionne moins bien. S'il est trop plein, il fonctionne moins bien parce que pour enlever la chaleur, il faut que l'air circule beaucoup à l'intérieur du frigo. Alors, s'il est trop plein, ça nuit à la circulation de l'air. Puis un autre désavantage, ben, ça prend 12 à 24 heures pour atteindre sa température de fonctionnement. Donc, il ne faut jamais l'éteindre. Il ne faut pas l'éteindre. On laisse fonctionner tout le temps. Que ce soit à l'électricité ou au propane, on ne l'éteint pas. Quelques petits trucs pour le frigo, en tenant compte des informations qu'on a déjà dans la diapo précédente. Dans la mesure du possible, évitez de placer le côté du frigo, donc le côté droit du véhicule, au gros soleil. Ouais, ça, c'est bien facile à dire, mais s'il y a moyen pour vous de le faire, tant mieux. Démarrez le ventilateur intégré pleine vitesse pendant le jour. Tu sais, je vous ai dit précédemment que le frigo ne faisait pas de bruit. C'est vrai, le frigo lui-même ne fait pas de bruit, sauf que j'ai ajouté un ventilateur à l'intérieur. On le voit à l'écran. Ce ventilateur-là, lui, fait du bruit. Il y a deux vitesses. Pleine vitesse, qui fait du bruit, on l'entend. Et la vitesse 1, la vitesse faible, on ne l'entend pas. Il fait du bruit, mais à l'intérieur du frigo, après ça, de l'extérieur, on ne l'entend pas. Alors, pendant le jour, utilisez pleine vitesse, puis la nuit, baissez la vitesse pour pas que ça vous dérange dans votre sommeil. Évitez de le remplir, OK? Au moins, laissez de l'espace devant le ventilateur pour faciliter la distribution de l'air. Cela dit, c'est facile à dire. Déjà que c'est pas un très gros frigo, c'est un 10 pieds cubes, ben on a quand même tendance à le remplir et honnêtement, on ne fait pas exception, là. Mais le ventilateur aide beaucoup à compenser ce facteur-là. Évitez d'y mettre des aliments chauds.
Ça, c'est vraiment important. On fait ça à la maison. Ah, c'est encore un peu chaud, on le met au frigo, ça va être correct. Mais là, si vous faites ça, le frigo va capoter. Gardez fermé le plus possible. En face, pas d'ado stationné devant le frigo. Qu'est-ce que je pourrais bien manger? Et là, j'analyse pendant 10 minutes. Non, non, il ne faut pas faire ça. S'il devient givré, dégivrez-le. Ça ne devrait pas vous arriver parce que normalement, vous partez pour des voyages relativement courts. Mais si vous partez pour plusieurs semaines, ça peut arriver à un moment donné, il y a trop de givre et ça empêche le frigo de bien fonctionner. Et là, on se dit, bon, ben, regarde, on n'a pas le choix, on attend, avant de faire l'épicerie, on attend, puis on le ferme, puis on espère que demain matin, ça va être correct, parce qu'oubliez pas, prendre 12 à 24 heures pour refroidir. Donc, on essaie de gratter la glace. Donc, je fais confiance à votre jugement là-dessus. Évitez de stationner le VR dans une pente à plus de 3 degrés. Le frigo fonctionne très mal si la pente a plus de 3 degrés. Vous avez le moniteur de niveau qu'on a vu dans d'autres vidéos. Le moniteur de niveau va vous dire si c'est plus ou moins que 3 degrés. Et ce qu'on peut faire aussi, si on a des choses, on peut les mettre au congélateur avant de les mettre au frigo. Il ne faut pas les oublier au congélateur, mais on peut les mettre, on peut pré-refroidir au congélateur. Le congélateur, curieusement, lui, il n'y a pas de problème à garder sans température, c'est le frigo qui a de la difficulté. Je vous donne un exemple où ça serait applicable. Vous achetez des choses à l'épicerie, par exemple, du jus, vous l'avez acheté température de tablette, et là, vous voulez le mettre au frigo. Ben, avant de le mettre au frigo, laissez-le au congélateur pendant un certain temps, il va devenir froid. Et à ce moment-là, vous évitez de mettre l'aliment, l'aliment ou la bouteille qui est quand même température pièce, qui va réchauffer le frigo. Vous l'avez passé au congélateur avant. Excellent exemple. Est-ce que vous vous demandez pourquoi on ne met pas un frigo conventionnel? Parce qu'on pourrait. Ça se vend des frigos conventionnels pour les VR. C'est juste qu'on perdrait un gros avantage, c'est la possibilité de le faire fonctionner au propane et ainsi de sauver de l'énergie électrique. C'est la raison pourquoi on est encore avec ces frigos-là. Beaucoup de VR sont avec ceux-là, même si, oui, effectivement, la technologie des frigos 12 volts en plus peuvent être utilisés dans les VR. Bon, maintenant, il faut choisir son mode de fonctionnement. Au-dessus de la porte du frigo, du congélateur, je devrais dire, le congélateur étant en haut, vous avez le bouton on-off. Ça, c'est facile. Si vous le mettez à off, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, on le laisse à on toujours. Vous avez ensuite l'autre bouton, et c'est là où ça se passe. Si le bouton est pressé, donc il est le plus à ras du contour, il est en mode automatique. C'est-à-dire qu'il va lui-même choisir son mode de fonctionnement. S'il y a du 120 volts de disponible, il va être à l'électricité. Et s'il n'y en a pas, il va passer au gaz. Et c'est la lumière jaune qu'on voit présentement qui dit qu'il est en mode automatique. Si vous dites, mais non, mais moi, j'ai de l'électricité, je suis en mode autonome, mais je ne veux pas qu'il fonctionne à l'électricité, mais je suis branché, qu'est-ce que je fais? On le met au gaz propane, on pèse sur le bouton va ressortir et ça va vouloir dire qu'il est au propane. La lumière check va allumer pour dire que le propane ne fonctionne pas. Donc, si vous voyez cette lumière-là allumée pendant une période plus grande que quelques secondes, à ce moment-là, ça indique qu'il y a un problème avec l'alimentation en gaz propane. Le frigo, bien, pour l'ouvrir, vous devez appuyer ici, push, et retirer. Et vous voyez à l'intérieur, c'est quand même assez grand. Il y a un thermomètre qui est ici. Vous allez devoir garder un œil dessus parce que ce sont des frigos à absorption. Très vieille technologie là, qui date d'il y a environ 150 ans. Et cette technologie-là n'est pas particulièrement efficace. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle enlève la chaleur du frigo. Et c'est beaucoup plus long. Alors, surveillez la température. Assurez-vous de ne pas garder des aliments qui se conservent moins bien pendant longtemps à la température que ça va être, parce que ça peut monter autour de 7-8 degrés, ce qui est plus froid qu'un 2-3 degrés qu'on trouve dans nos frigos conventionnels. Mais pour aider à ça,
Donc, pour aider à gérer la température, il y a au fond un ventilateur qui va faire circuler l'air dans le frigo. Et en faisant mieux circuler l'air, le frigo travaille moins fort, a plus de succès à garder sa température. Il y a deux modes, un mode plus lent et un mode très rapide. Évidemment, le mode très rapide va être plus efficace. Par contre, il fait du bruit. Et si vous le laissez la nuit, il va vous déranger. Alors, la nuit, au moins, il fait moins chaud normalement, alors il va avoir plus de succès. Vous pouvez le mettre à 1. Mais le jour, c'est bien de le mettre à 2, surtout quand il fait chaud à l'extérieur. Donc, ça, c'est le frigo. Ici, vous avez le congélateur. Aussi, vous avez un thermomètre. Par contre, lui, normalement, il va rester froid, il n'y a pas de problème. Je ne l'ai jamais vu avoir la température qui monte en haut de moins 12 degrés Celsius. Quant au fonctionnement du frigo, ben, c'est assez simple. Le bouton on-off, ben, ça, il faut qu'il soit on toujours. Et le bouton gaz. Donc là, présentement, on a appuyé dessus. Si je dépresse le bouton et que auto s'éteint, il va être au gaz propane exclusivement. S'il est en mode auto, à ce moment-là, ça indique tout simplement que il va prendre l'électricité en premier et le gaz en deuxième. Si la lumière check allume, c'est parce que le propane a de la difficulté. Alors, allez vérifier qu'est-ce qui se passe. Mais pendant ce temps-là, le frigo ne refroidit pas. Oh, que celle-là est importante. Attention de bien fermer le frigo et le congélateur avant de vous déplacer avec le VR. Quand vous poussez sur la porte, vous allez entendre un clic. Si vous n'entendez pas le clic, la porte peut avoir l'air tout à fait fermée. À un moment donné, les portes vont ouvrir, puis évidemment, le contenu va probablement se retrouver sur le plancher. Donc, si vous avez des œufs, si vous avez quelque chose de moindrement fragile, ça va faire un dégât. Alors, faites bien attention, ça fait partie de la procédure de départ de s'assurer qu'il y a eu un clic quand on ferme la porte du frigo. Comme déjà mentionné, la conservation des aliments dans le frigo du VR peut être un peu plus compliquée. Parce que la température peut monter jusqu'à 9. J'ai déjà vu 10 degrés dans le frigo. Je vous dirais qu'il faisait très, très chaud et très humide. Mais à ces températures-là, les aliments sensibles, comme la viande et le poisson, ça devrait être consommé très vite. Gardez-les pas 3-4 jours, surtout le poisson. En fait, le poisson, je vous dirais la journée même. Puis le congélateur, lui, il réussit pas mal à se garder dans les bonnes températures. Fait autant dans le frigo que dans le congélateur, vous avez un thermomètre pour garder un œil là-dessus. L'image qui est là ne représente pas la distribution du froid dans le frigo et le congélateur, c'est plutôt pour vous dire, ben, tels aliments aiment telle température. Comme les fruits et légumes, en bas, aiment bien un 8 à 10. Eux autres sont heureux. Les pâtisseries, le fromage, 4 à 7. Ben oui, mais là, c'est pas si pire. Mais oui, la viande, le poisson, les œufs entre 0 et 4 Celsius, oui, on peut l'obtenir à l'occasion. Quand il fait frais à l'extérieur, on l'a, mais autrement, c'est assez challengeant. Certaines personnes aiment bien amener une glacière électrique dans le verre. Il y a de l'espace, on peut la brancher. C'est la vôtre, vous l'apportez, aucun problème. L'endroit pour la brancher, ce serait au bout du leaking. Il y a une prise d'allume-cigarette que j'ai installée là, exactement dans ce but-là. Évitez de la brancher dans une prise de courant 110 volts parce que c'est moins performant. Ça utilise plus d'électricité que si c'est branché en 12 volts et vous allez avoir exactement le même résultat. Je ne vous recommande pas d'utiliser une prise du cockpit à moins que ce soit pendant que vous roulez. Si vous êtes en déplacement, il n'y a pas de problème, mais si vous êtes à l'arrêt, vous allez utiliser l'électricité qui vient des batteries AGM. Si vous avez fait la vidéo sur l'électricité, vous savez de quoi je parle. Et ces batteries-là ne se rechargent pas quand le véhicule est à l'arrêt. Et dernier point, c'est que la prise est de 10 ampères. La prise au bout du leaking, c'est 10 ampères. Donc, il y a un maximum de 8 ampères utilisables. Ça pose pas de problème si votre glacière électrique, elle est relativement récente. Mais si elle est vieille, avant de vous brancher là, vérifiez combien d'ampères elle demande. Si elle demande plus que 8 ampères, vous ne pouvez pas la brancher là, tout simplement.
Maintenant, on va parler de la cuisinière au propane, ou si vous voulez, le four. La cuisinière a 3 brûleurs sur le dessus, au propane, puis un four à l'intérieur. Donc, les points à retenir sont les suivants. Si le gaz a été coupé longuement, c'est-à-dire plusieurs jours, la ligne à gaz peut s'être vidée, donc il va falloir appuyer plus longuement sur le bouton de l'élément pour laisser le gaz arriver. Puis la température de réglage du four n'est pas très précise, c'est le moins qu'on peut se dire. Fait qu'il y a un thermomètre qui est présent à l'intérieur du four pour vous guider. Alors, fiez-vous pas sur le bouton que vous mettez, par exemple, à 350 degrés Fahrenheit. Fiez-vous au thermomètre à l'intérieur. Donc, pour allumer le four, il faut utiliser un briquet parce que et aller allumer le pilote qui est à l'intérieur du four. C'est interdit de circuler avec une lumière de pilote allumée. Et c'est pour ça que, aussitôt qu'on éteint le four, le pilote s'éteint. Il faut aller l'allumer manuellement. Puis, lorsque les éléments ou le four sont allumés, il faut absolument assurer une ventilation adéquate. Extrêmement important parce que ça peut amener une intoxication au monoxyde de carbone, un gaz qui ne sent rien, qui ne goûte rien, et vous pouvez vous intoxiquer à mort. Outre ça, c'est une cuisinière au gaz conventionnelle. Pour l'allumage de rond, vous mettez, tournez le bouton High et puis vous tournez ensuite l'autre bouton complètement à gauche pour générer une étincelle et ça va bien fonctionner. Pour vous servir de la cuisinière, si vous avez déjà un poêle au gaz à la maison, ça vous allez être tout à fait familier. Si vous n'en avez pas, ben, c'est très simple. Premièrement, il faut ôter la planche qui est par-dessus. Évidemment, c'est une évidence. Mais ceci est vrai autant pour la plaque de cuisson ici que pour le four. Parce que la chaleur qui sort en arrière quand ça vient du four peut brûler la planche. Donc, elle doit absolument être retirée. Pour allumer, c'est tout simple. On tourne, on met à light et on entend le gaz sortir. On tourne sur spark et voilà, vous avez de la chaleur. Pour l'éteindre, et ça c'est vrai pour tous les 3 ronds qu'on voit ici. Pour éteindre, tout simplement, le mettre à off. À partir du moment que vous vous servez de la cuisinière, c'est au gaz, ça émet du monoxyde de carbone. Ce monoxyde de carbone-là est un gaz inodorant qui est très dangereux pour la vie. Vous pourriez en mourir. Alors c'est très important d'ouvrir une fenêtre s'il fait froid juste légèrement et d'ouvrir aussi la trappe au-dessus. Je vous la montre ici. OK. On ouvre le ventilateur et dans un monde idéal, on le fait fonctionner. On ouvre en tournant tout simplement la poignée. Il est ouvert. Évidemment, il faut que le commutateur soit activé. On met à on, air out, et puis là, on ajuste la vitesse qu'on veut. Donc, vous ne devez absolument pas oublier ça parce que vous pourriez vous empoisonner. En ce qui a trait à l'allumage du four, c'est un petit peu plus compliqué. Et la raison, elle s'explique par le fait qu'on ne peut pas avoir de flamme nue active dans un véhicule en mouvement. C'est interdit. Donc, le pilote est automatiquement éteint. Alors, il faut aller l'allumer à chaque fois. Donc, ici, vous voyez des plaques de cuisson. En passant, c'est là qu'on les met parce que c'est là qu'elles font le moins de bruit quand on se déplace. Et là, on va tout simplement se diriger ici en appuyant sur le bouton du four en haut. C'est indiqué pilote. On appuie et on relâche. Et là, on peut allumer le pilote. Voyez-vous, il est allumé. Et là, je peux mettre les degrés que je veux. Ce n'est pas un four de maison. Il n'y a pas la même précision à l'intérieur. Donc, vous êtes vraiment encouragé à vérifier le thermomètre pour vous ajuster. Faites bien attention, dépendant de ce que vous voulez faire. Des fois, c'est de le mettre moins fort pour que ça chauffe. On chauffe plus longtemps si vous voulez réchauffer quelque chose, mais faites-le moins fort parce que la flamme, ici, ça va être très chaud. Alors, il y a des ajustements à faire quand on cuisine avec ce type de cuisinière-là. C'est pas la même performance que ce qu'on a à la maison, même en ce qui a trait aux cuisinières au gaz. Pour éteindre, bien évidemment, c'est le mettre à off, tout simplement. Bon, le micro-ondes. Que dire à propos du micro-ondes? C'est un micro-ondes tout à fait standard. La seule chose, c'est qu'il est probablement plus faible que ce que vous avez à la maison.
Donc, le temps de fonctionnement pour obtenir la même température va être un peu plus élevé. Mais sinon, c'est identique. L'assiette tournante, qui est à l'intérieur, va se décentrer pendant les déplacements, puis va devoir être replacée à chaque utilisation après un déplacement. C'est drôlement dit ce que je viens de dire. Là, je recommence. C'est l'assiette tournante va se décentrer pendant le déplacement, puis vous allez devoir la replacer une seule fois avant l'utilisation jusqu'au prochain déplacement. Quand le courant 120 volts, parce qu'il fonctionne au 120 volts, est rétabli, le micro-ondes se met en fonction, mais pendant quelques secondes, jusqu'à temps qu'il fasse bip, il demeure en attente de se faire mettre à l'heure. Si vous êtes pressé et vous essayez de pitonner dessus, pendant ces quelques secondes-là, ben, il n'y a rien qui va se passer. Vous pouvez attendre, vous n'avez pas besoin de le mettre à l'heure. Si vous êtes bien pressé, vous pouvez faire reset, mais essentiellement, c'est ça. Ah oui, j'allais oublier. Aussi, à l'intérieur, il y a une espèce de plateau pour couvrir la nourriture, là, si vous en avez besoin, pour pas que ça éclabousse partout. Si on parle maintenant de vaisselle et ustensiles qui sont disponibles dans le VR, ben, c'est très complet, en fait, vaisselle et ustensiles. C'est un peu notre fierté. Il y a des items en option qui vont vous être proposés. Je pense four, grille-pain, mijoteuse, cafetière. Cafetière, vous avez 3 options. On les voit les 3 à l'écran. Une cafetière Nespresso Vertuo, une cafetière Moka ou une cafetière Breville. Puis vous avez un lien vers l'inventaire complet. Puis il y a aussi une vidéo qui est disponible sur l'inventaire. Alors, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà fait. Quelques photos pour vous illustrer un petit peu qu'est-ce qui est dans la cuisine. L'image en haut à gauche, on voit les gros couteaux qui sont disponibles. À droite, ça, c'est des épices qui sont là-dedans. De même que dans la photo du bas, on fournit quelques épices. Évidemment, ce ne sera peut-être pas les épices dont vous avez besoin pour votre recette, mais au moins c'est des épices de base. Dans la photo de droite, ce qu'on voit, c'est des tiroirs qui sont profonds, qui sont très profonds même, et qui se tirent. On voit celui du bas qui est tiré pas mal au maximum. Il y a un petit peu d'items de cuisine qui se retrouvent dans ces tiroirs-là, mais essentiellement, c'est pour votre épicerie. Encore des photos. En haut à gauche, ça c'est le tiroir à ustensiles. Donc, vous en voyez beaucoup. Encore une fois, référez-vous à l'inventaire. L'image du bas à gauche, c'est le tiroir juste en dessous des ustensiles où il y a les assiettes, les bols. Et à droite, c'est en dessous des tiroirs qu'on a vus dans la diapo précédente. Il y a encore des choses qui sont là. Par exemple, on parle de papier d'aluminium, papier saran, papier parchemin, des coquinats pour le barbecue et autres. Il y a même une mandoline là-dedans. Et la photo complètement à droite, ça c'est sous la télévision qui est au-dessus de l'évier. Alors c'est un petit compartiment secret. C'est là-dedans qu'on met il y a des bols, des tasses et des verres qui sont là, tasses à mesurer aussi. Et finalement, pour conclure sur cette présentation sur la cuisine, ben, on voit ça, c'est 2 tiroirs. Ils sont en dessous des banquettes de la dinette. Donc, vous voyez à gauche toutes les casseroles, il y a même des petites choses qu'on voit moins qui sont là-dedans. Il y a un entonnoir, un pile-patate, des couteaux à steak qui sont là. Et à droite, on voit les nappes, le grille-pain, mélangeur, mousseur à lait. Et puis, il peut y avoir autre chose. Il y a de l'espace pour ajouter vos propres affaires. Nous arrivons à la conclusion de cette vidéo. Je veux vous dire merci de l'avoir visionné, mais aussi de ne pas stresser avec les explications si ça vous apparaît complexe. Ça va devenir concret si vous louez le VR ou un VR, quel qu'il soit. Je suis juste un maniaque qui veut simplement que vous fassiez le meilleur voyage qui soit. Il y a d'autres vidéos qui sont disponibles, soit sur campeurautonome.com ou encore directement sur YouTube, à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié la vidéo, c'est apprécié que vous cliquiez sur j'aime, ça me le fait savoir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner au canal YouTube. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer soit dans les commentaires de la vidéo via campeurautonome.com ou par message sur la plateforme RVeasy. Je vous souhaite une excellente journée.